Bon, on est déjà parti à l'international, alors on va continuer avec la présentation du premier baromètre géopolitique et business de l'ESSEC avec vous, Aurélien Colson. Quelle est l'idée ? Comment a germé l'idée et quel est le but ? L'idée, c'est que l'ESSEC, en révisant sa stratégie, s'est dit, de la même manière qu'on ne peut plus faire du business aujourd'hui sans réfléchir aux questions de l'IA, de la manière qu'on ne peut pas continuer à faire du business sans réfléchir vraiment aux questions de climat, de décarbonation, on ne peut pas non plus faire du business, notamment à l'international, sans se préoccuper de géopolitique. C'est devenu une préoccupation majeure dans les états-majors. Et donc, création l'an dernier de cet Institut géopolitique et business à l'ESSEC. Et une de nos activités a consisté à faire le premier baromètre sur la perception du risque géopolitique et la réponse des responsables d'entreprise à ces risques-là, qu'on a fait avec OpinionWay en partenariat avec vos confrères de l'Express. Et le résultat est, pour le dire le moins, préoccupant. Alors dites-nous, quels sont les principaux résultats de cette étude ? Quelle perception les responsables d'entreprise ont-ils aujourd'hui des risques géopolitiques ? Premier résultat, 97% des chefs d'entreprise interrogés reconnaissent que leur entreprise a déjà subi au moins un choc géopolitique. Évidemment, l'inflation. Entreprise de toute taille, on est d'accord. Hein, oui, c'est un échantillon représentatif de la structure de l'économie. Les PME, la petite PME à la fois française qui reste en France. les ETI, les grandes entreprises, services, industrie, commerce. C'est représentatif. Donc 97% ont déjà vécu dans leur entreprise des conséquences liées à des chocs géopolitiques, l'inflation bien sûr, mais aussi des ruptures d'approvisionnement, mais aussi des cyberattaques, mais aussi dans leur corps social, dans leurs salariés, des enjeux de géopolitique qui ont généré du trouble. Tout ça est très présent. Donc personne ne le dit. Mais le deuxième enseignement qui est très préoccupant, c'est que face à cela, une forte majorité des chefs d'entreprise reconnaissent qu'ils n'ont pas intégré dans leur stratégie d'entreprise ces aspects-là. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'ils sont préparés à ce choc ? Non seulement ils reconnaissent que ça n'est pas présent dans leur stratégie, ils reconnaissent que ça devrait y être. Et vous en avez au moins un tiers qui dit « je ne sais vraiment pas comment m'y prendre ». Et donc on oscille, quand on regarde les réactions, entre de la sidération face à, effectivement, nous sommes désormais dans ce que nous on appelle la post-globalisation, on n'est plus du tout dans la mondialisation heureuse, on est passé à autre chose avec une brutalisation des rapports économiques à l'échelle de la planète. Mais face à cette sidération, la principale réponse, ça va être de l'attentisme, voire du désarroi. Vous avez un chef d'entreprise sur 5 qui dit « je ne sais même pas comment m'y prendre ». Ah oui. Hervor, vous êtes une PME française très axée sur l'exportation. Comment on vit quand on est Laurent Wronski, le patron d'une PME exportatrice, ce risque géopolitique ? Alors, je ne veux pas apparaître comme le bon élève de la classe, mais... vous connaissez depuis plusieurs années, donc vous êtes certainement plus préparé. Oui. Mais si vous voulez, moi, il y a 10 ans, j'ai écrit toute une série d'articles dans une revue que vous connaissez qui s'appelle Géopolitique. Je ne fais pas mon autopromotion, où justement, je faisais le lien entre l'économie et la géopolitique. Parce que très souvent, ce qu'on entend quand vous êtes dans les associations patronales locales, oui, mais nous, ça ne nous concerne pas. Je veux dire, ça concerne les grosses boîtes. Faux, complètement faux. Je veux dire, et il suffit de voir ce qu'on a dû gérer comme crise systémique. Enfin, vous appelez ça les crises géopolitiques. Puis, je veux dire, depuis le Covid. C'est-à-dire, le Covid, c'était pas il y a 20 ans. Hein, c'était il y a 5 ans, je le rappelle. Et aujourd'hui, toutes les entreprises sont touchées. Donc, vous avez aussi du déni. Et ça, c'est toujours très grave. C'est-à-dire que c'est comme si, en clair, il pleut. Donc vous pensez qu'il va pleuvoir pour tout le monde, mais que vous, parce que vous avez trouvé un abri temporaire sous une porte cochère, vous n'allez pas être mouillé. Non, vous allez être mouillé. Donc là, vous appelez une prise de conscience des chefs d'entreprise. Je termine avec ça. La question qui se pose, si vous voulez, évidemment, c'est pas moi qui vais décrocher mon téléphone pour appeler Donald Trump par rapport à la guerre commerciale qu'il a déclenchée. Après, à chacun son boulot. La question, et ce qui est très difficile, c'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va se passer et quand ça va se passer. Il y a eu une accélération des chocs. Donc, faire des scénarios, c'est bien. Je pense que c'est l'ancien modèle. Il faut plutôt être dans une posture où il faut être extrêmement agile. C'est pas forcément... Qu'est-ce qu'on peut faire, Aurélien Colson ? Alors, un point. Tout à l'heure, vous déploriez, à raison, le manque de vision stratégique de nos dirigeants politiques sur l'énergie, absolument, etc. Le problème que nous avons, c'est que ce manque de vision stratégique, ça n'est pas leur apanage. Je prends un exemple. 2014. Poutine envahit la Crimée et place des petits hommes verts dans le Donbass. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des frontières en Europe sont tranchées ainsi par la force. Après 2014
et jusqu'au déclenchement le 24 février 2022 de la nouvelle agression russe contre l'Ukraine. Les entreprises françaises ont investi en Russie 130 milliards d'euros. Mais quel manque de vision stratégique! Comment pouvait-il se dire à l'époque que ce pays qui était sous sanctions, qui venait de démontrer son primat de la force, allait laisser ses investissements tranquillement prospérer? Ça a coûté très cher à un nombre d'entreprises quand il a fallu ensuite retirer tous ces avoirs, et certains d'entre eux ont dû les brader complètement. Donc là aussi, il y a un manque de culture géopolitique, mais ce n'est pas de la culture générale, parce que la géopolitique, ça n'est pas une question mondaine, c'est une question fondamentale pour nous. On est d'accord. Et ce que ce baromètre permet aussi d'objectiver, c'est de voir qu'il y a un intense besoin d'acculturation des enjeux géopolitiques auprès des dirigeants et des salariés des entreprises. Quelles sont les principales menaces aujourd'hui ? Alors, les chefs d'entreprise que l'on a consultés reconnaissent que Trump, d'abord et avant tout, l'instabilité. On va en parler avec vous, Patrick, après. Par la question des droits de douane. Dans un second temps, il remarque aussi les inquiétudes venant des tensions entre la Chine et Taïwan, à la fois pour des questions financières, parce que 50% du trafic maritime mondial passe par le détroit de Taïwan, parce qu'il y a évidemment la question des microprocesseurs. 90% des microprocesseurs les plus avancés sont produits par TSMC à Taïwan. Mais ce qui nous a frappé quand même aussi, c'est que je pense que leur perception est en deçà de la réalité des menaces géopolitiques qui pèsent sur notre système économique, en particulier en Europe. Parce que pour aller très vite, il y a évidemment une hyper-agressivité russe. On a vu il y a 2 jours des drones russes qui explosent sur le territoire de l'OTAN. Enfin, c'est invraisemblable. Il y a une hyper-pénétration des économies européennes par la Chine, avec tout un système de subventions, de surproduction, etc. Et qui augmente. Et des actions très stratégiques sur des filières clés, les terres rares, etc. Et puis, il y a ce qu'il faut appeler l'hyperprédation du système trumpien, qui est proche même d'une forme d'extorsion. C'est-à-dire, je vais continuer à vous protéger plus ou moins, si vous investissez chez moi, si vous achetez mon gaz naturel liquéfié très très cher. Et vous avez même le secrétaire d'État américain à la Défense qui se vante au micro en disant « On a obtenu de la présidente de la Commission européenne des achats massifs d'armement chez nous et on va les leur surfacturer à ces Européens. » Donc c'est de la prédation. Et je pense qu'on est en deçà dans la perception, en deçà du réel. On est au milieu de carnassiers, effectivement, et l'Europe reste dans pas une encore, même pas omnivore. Vous savez, il y a 2-3 ans, j'avais assisté au discours du haut représentant européen pour la politique étrangère, Josep Borrell, qui réunit chaque année tous les ambassadeurs de l'UE. Et il avait cette réflexion très très juste. Il disait, voilà, nous, l'Europe, on a toujours été très kantiens. Kant, la norme, les questions impératives. Et il faut qu'on s'inspire un peu plus de Hobbes. Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, un paradigme réaliste. Et je crois qu'il ne faut rien perdre de nos valeurs, de nos exigences, de ce qui fait... c'est une forme d'exigence un peu morale, mais il faut devenir réaliste et lucide. Sur la prédation trumpienne, Patrick Artus, on attend la décision de la Cour suprême, rappelez-moi la date. Novembre. En novembre, sur les droits de douane, une décision très importante, vous voulez en parler ce matin. Mais je voudrais juste ajouter... Non, je pense qu'on est revenu à un monde où il y a un retour des impérialismes. Dans le monde d'avant, on avait des énergies fossiles. Donc le point, c'était la stratégie, c'était de sécuriser des approvisionnements en pétrole et en gaz. Aujourd'hui, il faut sécuriser des approvisionnements en terres rares, en métaux stratégiques, etc. Ça reste des matières premières, finalement. Ce n'est pas du tout les mêmes pays qui les produisent. Et donc, on va beaucoup dépendre de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Australie, de l'Indonésie pour le nickel, etc. Et on va avoir une attitude soit coopérative, c'est l'attitude européenne, soit une attitude très agressive vis-à-vis de ces pays. Et Trump essaie de mettre la main sur des ressources naturelles qui lui manquent. Les Chinois investissent en Afrique. On commençait il y a longtemps déjà. Donc c'est le retour des impérialismes, alors qu'on avait la disparition des impérialismes agressifs entre les deux guerres. Alors pour répondre à votre question qui est plus précise, il va y avoir une décision très importante de la Cour suprême qui va dire si Trump avait le droit de ne pas passer par le Congrès pour fixer ses droits de douane.
Et si la Cour suprême dit que Trump avait le droit de faire comme bon lui semble, mais une décision présidentielle, un executive order. Voilà, un executive order pour les droits de douane, eh bien, le problème des États-Unis, ça va être l'inflation, et ça ne sera pas le déficit public, parce qu'il y aura à peu près 250 milliards de recettes additionnelles liées aux droits de douane. Et si la Cour suprême décide que Trump n'avait pas le droit de ne pas passer par le Congrès, le problème des États-Unis, ça va devenir le déficit public, parce qu'on perdra des recettes. Et donc, même pour avoir un jugement sur la perspective sur l'économie américaine, cette décision de la Cour suprême est extrêmement importante. Donc c'est l'inflation ou la dette? C'est l'inflation ou la dette. Et Trump, évidemment, voulait stabiliser la dette pour financer toutes sortes de dépenses et accepter un supplément d'inflation. Oui. Après, il a été élu sur une crise inflationniste, Donald Trump aussi. Et il est mais en c'est un train de supplément monter normalement transitoire d'inflation. Les mécanismes. Les droits de douane font de l'inflation pendant 1 ou 2 ans et après, cette inflation se tasse. Donc Trump avait dit aux Américains, vous allez souffrir à court terme, mais vous serez mieux à long terme parce qu'on va relocaliser. Il a prévenu les Américains, vraiment, oui, ils ont conscience, les Américains, que l'augmentation des droits de douane, c'est eux qui vont les payer. Non, mais il a dit, vous allez souffrir à court terme, mais on sera mieux à long terme parce qu'on aura relocalisé plein d'activités aux États-Unis grâce aux droits de douane. Mais il n'est pas sûr que la Cour suprême accepte la vision de Trump qu'il a le droit de bypasser le Congrès. Déficit ou inflation. Rendez-vous au mois de novembre avec la décision de la Cour suprême. Laurent Wronski, vous travaillez beaucoup avec les États-Unis. Comment vous vivez-vous en tant que chef d'entreprise cette montée des barrières douanières? Mal. Mais justement, je voudrais commenter les propos. Certains secteurs, non, mais je me permets cette question parce que certains secteurs estiment que 15%, ils peuvent tout à fait les absorber dans leur prix. Si vous parlez de certaines marques dans le luxe, où il y a une forme de pricing power, ils disent 15%, les Américains sont riches, la croissance est bonne, ils ont de l'argent, il faut qu'ils payent 15% en plus leur Bordeaux ou leur sac Louis Vuitton. C'est pas très grave, quoi. Oui, alors c'est sûr que vu comme ça paraît simple. Bon, sauf que moi, je crains finalement 2 choses. Je pense que le mal est fait. C'est-à-dire que même si on revient à des taux de taxes qui sont minorés, le mal est fait. C'est-à-dire que beaucoup d'agents économiques américains, ont compris que finalement, on est rentré dans une période d'instabilité. Et donc, je dirais, je vais être un peu provocateur, mais c'est la fin de la semaine, il faut bien se faire quelques petits plaisirs. C'est l'économie en 140 caractères. Donc là, sur ce coup-là, OK, on va les baisser. Puis la semaine prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Et la semaine d'après, il va encore se passer autre chose. Donc, ils vont se dire, premièrement, est-ce que c'est intelligent dans ma source d'approvisionnement d'acheter des produits fabriqués en Europe? Première chose. Et deuxième élément dont on ne parle absolument jamais, mais moi j'ai habité 8 ans aux États-Unis, donc je connais et j'étais dans le Midwest, donc j'étais au cœur de l'électorat de M. Trump, donc je pense avoir quelques petits avantages. Je crains beaucoup les risques de stigmatisation. C'est-à-dire, en clair, si vous êtes un bon Américain, vous achetez américain. Et si vous achetez des produits étrangers, vous êtes un traître. Vous n'êtes pas un bon Américain. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas juste qui va payer. Oui, évidemment, qui va payer. Mais il y a aussi ça. Et sur, par exemple, des projets où vous avez un bout d'argent public, où vous avez des projets d'équipement, par exemple, pour des villes ou des régions, moi, je crains beaucoup les risques de stigmatisation. Oui. C'est la montée des impérialismes en même temps, c'est-à-dire qu'il y a à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est l'expression de ce que disait monsieur, exactement. Et donc un monde de plus en plus carnivore avec une Europe qui a du mal à se mettre à changer de régime. Mais vous m'autorisez une dernière remarque? Laurent, je vous en prie. Oui, vous voyez, quand vous dites c'est un monde de plus en plus carnivore, je vous avouerai que quand j'écoute monsieur et son étude est absolument passionnante, je veux dire que je suis extrêmement agacé parce que ces phénomènes qui sont décrits ne sont pas des phénomènes qui sont apparus en 24 heures. Oui. Ça a mis des années à se construire. Vous voyez, par exemple, je suis orthogonal par rapport aux propos de Jean-Marc Daniel qui dit oui, on va investir là où il y a de la croissance. Donc ça veut dire que si vous pensez un instant que vous allez investir dans des pays où ces pays vont travailler pour nous, vont construire des compétences, que demain, face à des échéances géopolitiques, ils ne vont pas s'en servir contre nous, prenez les terres rares. Ça fait 10 ans qu'on dénonce le risque. Et je crois qu'il faut souligner aussi, c'est que ce que nous vivons actuellement, ce retour des impérialismes tel que vous l'avez reformulé, ce n'est pas une crise passagère. Non. Il ne faudrait surtout pas s'imaginer qu'on va faire le dos rond, on va attendre les midterms en novembre 2026 et puis Trump sera empêché par un Congrès qui sera revenu à majorité démocrate. C'est structurel. Nous, on est absolument convaincus qu'on est passé dans un autre État. Absolument. Oui, un autre État. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il y a une décision stratégique que vont devoir prendre les entreprises européennes ou françaises. C'est est-ce que je vais pouvoir continuer à produire et à vendre dans le monde entier? Et ça, par exemple, est-ce que je vais
continuer à pouvoir avoir à la fois des clients chinois et des clients américains? Ou est-ce que la dispute entre les États-Unis et la Chine va être notamment sur des produits stratégiques comme les semi-conducteurs. Et ça, c'est une décision stratégique à laquelle il faut vraiment réfléchir. Bon, ce grand découplage, c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle. Ça a commencé sous Barack Obama. Ça s'accélère. Très sérieusement, ça nous donnera l'occasion d'en parler et de faire de très belles émissions dans Les Experts tous les jours de 10h à 11h sur BFM Business. Merci Laurent Vronsky. Merci beaucoup. Merci Patrick Artus. Merci Aurélien Colson. C'était passionnant comme tous les jours. Les Experts, 10h, 11h en direct sur BFM Business. On se retrouve lundi. En attendant, restez avec nous. C'est Tout pour investir et la première de Christopher Dembix. Ne le manquez pas. Tout pour investir, c'est de 11h à midi. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.